Coucou et bienvenue dans Tarot et Spiritualité, le podcast pour développer ton intuition et avancer sur ton chemin de vie grâce au tarot et à la spiritualité. Je m'appelle Julie, je suis praticienne énergéticienne et je fais également de la guidance. J'utilise différents outils pour t'aider à aller mieux à partir de mes guidances et de mes expériences. Ce qui me passionne dans le tarot de Marseille, c'est l'infini de combinaisons qu'on peut faire avec un simple jeu de cartes. Dans cet épisode, j'aimerais te parler de la structure du tarot de Marseille et un peu de son histoire, ce qui fait partie pour moi intégralement de son mystère. Pour commencer, il faut savoir que les cartes du tarot de Marseille sont appelées arcanes. Et on dit un arcane et non une arcane. Ce mot-là est genré au masculin et je me trompe régulièrement. Le mot arcane vient du latin arcanum qui signifie secret, mystère, quelque chose qui n'est pas immédiatement dévoilé ou accessible. Je pense que ce mot n'a pas été choisi au hasard. Quand on parle de tarot, on ne parle pas simplement de cartes illustrées, mais d'un outil initiatique dont le sens se dévoile avec le temps, l'expérience et l'intuition. On peut décomposer le jeu de 78 cartes en deux parties, les arcanes majeures au nombre de 22 et les arcanes mineures au nombre de 56. Les 22 arcanes majeures décrivent un processus humain universel. Ils parlent des grandes étapes de la vie, des passages, des transformations intérieures et spirituelles. C'est un chemin initiatique. En gros, elle raconte les étapes majeures de notre vie. Il est assez simple d'identifier les arcanes majeures des arcanes mineures, car les arcanes majeures sont souvent composées de 3 espaces, avec un espace en haut qui est assez petit, qui est égal à l'espace en bas. Donc en haut, on retrouve un numéro, mais comme le tarot de Marseille a toujours des exceptions, en haut, excepté le mât qui a un cartel vide, toutes les autres cartes ont un numéro, numéroté de 1 à 21, et le cartel du bas, où il y a le nom de la carte, excepté à l'arcane 13, qui est appelé l'arcane sans nom, et non l'arcane de la mort, comme peut être traduit dans plusieurs jeux, et qui, pour moi, les arcanes mineures parlent des moments du quotidien de la vie. Comme elle le dit, c'est pas des éléments majeurs, des événements majeurs dans notre vie, mais plutôt des événements mineurs. Ils nous permettent d'explorer nos besoins, nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos actions concrètes. On pourrait dire qu'ils représentent les fondations de notre incarnation. Les arcanes mineures, elles, sont divisées en 4 familles, les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Chaque famille est numérotée de 1 à 10 et comprend aussi 4 figures, le valet, le cavalier, la dame et le roi. Les deniers sont liés à la matière, l'argent, le travail, les échanges, les projets, le corps, le concret, tout ce qui prend forme dans la réalité. Les bâtons représentent le désir profond, l'élan vital, la passion, la sexualité également, mais ce n'est pas forcément tout le temps le désir sexuel, mais aussi l'envie de créer, d'agir, de se lancer, porté par quelque chose de viscéral. En fait, le bâton, c'est vraiment l'énergie de la passion. Les épées sont liées au mental, les pensées, la stratégie, l'intellect, les idées, mais aussi tout ce qui est lié au conflit, aux choses non dites, les peurs, les angoisses, les pensées limitantes. C'est le monde en fait du mental. Les coupes parlent de l'amour, mais avec un grand A. C'est pas l'amour que l'on peut avoir au niveau sentimental avec un amoureux ou une amoureuse. C'est plutôt l'amour émotionnel, spirituel, énergétique. L'amour de soi aussi, l'amour pour les autres, l'amour de la famille. C'est la réception, le lien qu'on a avec le cœur. En fait, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la spiritualité, puisque quand on regarde bien la coupe, cela ressemble à un Graal. J'ai fait cette distinction des 22 arcanes majeures et des 56 arcanes mineures parce que on ne sait pas vraiment quand est-ce que ces deux parties-là se sont réunies. On ne sait pas dire si le jeu était dans son entièreté comme ceci, ou si, suivant certaines hypothèses, les arcanes mineurs seraient issus d'un jeu de cartes classique utilisé pour jouer, et les arcanes majeures seraient antérieurs ou à part et porteurs d'un enseignement symbolique. Ce qui expliquerait pourquoi les majeurs ont une iconographie beaucoup plus riche,
qu'ils racontent une progression et qu'ils peuvent être lus indépendamment des mineurs. Avant de commencer la partie historique avec de gros guillemets du tarot de Marseille, j'ai envie de poser les choses. C'est que je ne suis pas historienne du tarot et je n'ai pas la prétention de vous livrer une vérité absolue. C'est juste des anecdotes que j'ai entendues, que j'ai lues et que je trouve assez intéressantes parce qu'elles gravitent autour du tarot de Marseille. Petit aparté sur l'histoire du tarot, le terme tarologue désigne uniquement une personne qui étudie l'histoire du tarot. C'est pour ça que les praticiens ne se présentent jamais sous le nom de tarologue. Ils vont dire plutôt taromancien, taromancienne. Et finalement, je trouve que ça résume bien le tarot. On raconte des histoires comme avec les cartes, avec le tarot. Revenons à notre histoire. Je vais arrêter de contourner cette partie qui est un peu délicate, je trouve, et je pense que je serai beaucoup plus à l'aise dans les autres épisodes puisque on ira de plus en plus vers le tarot et l'intuition. Quand on cherche l'origine du tarot, on se heurte très vite à une difficulté majeure, c'est on étudie des images imprimées sur du papier. Et le papier, ça ne se conserve pas très bien. Alors, c'est pour ça qu'il est presque impossible de remonter avec certitude à une origine unique. À la place, on trouve des théories, des correspondances, des ponts entre les cultures. Et c'est ce qui est fascinant. Et c'est aussi la partie importante du tarot où toi, s'il y a une culture qui te plaît le plus, eh ben, tu peux te servir de cette base de culture pour apprendre le jeu de tarot. C'est ce que j'ai fait personnellement avec la mythologie grecque. Et c'est comme ça qu'est né mon jeu, les 22 arcanes majeurs du tarot avec la mythologie grecque. On retrouve dans le tarot des liens avec plusieurs grandes traditions comme la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, celle que je préfère, la pensée hébraïque, la chrétienté et même des traces avec la culture indienne. Je vais commencer par la symbolique chrétienne que l'on retrouve très fortement dans le tarot de Marseille avec des arcanes comme le pape, le diable, le jugement que l'on retrouve symboliquement dans des lieux de culte chrétiens, le monde, qui est une carte incroyable à déchiffrer et sur laquelle on peut revoir des représentations assez iconographiques avec la religion, notamment avec les 4 évangélistes et le corps au centre. Par ailleurs, une petite histoire personnelle, il y a pas longtemps, je suis rentrée dans une église à Lille. Je me suis arrêtée devant une sculpture en bois. C'était un escalier qui menait à un oratoire et de part et d'autre, cet escalier était sculpté et en fait, sur un côté, il y avait un taureau surmonté d'un ange et de l'autre, un lion surmonté d'un aigle et c'est exactement la carte du monde parce que symboliquement, quand l'humain montera sur l'oratoire, il sera au centre, de cet oratoire, au centre, de ces animaux et ça symbolise totalement la carte du monde et ça, je trouve que c'est assez fort parce que si on veut, on trouve vraiment des liens et même iconographiquement des choses très similaires avec la chrétienté. Par ailleurs, c'est une petite passion maintenant de trouver dans des endroits de culte, peu importe où cela se trouve, un lien avec le tarot. Et ça me donne d'autres bases, d'autres idées de recherche ou d'envie. C'est vraiment, ça enrichit mon vocabulaire au niveau du tarot. Et je me dis que finalement, le tarot de Marseille, on peut le retrouver un peu partout. Le tarot et la mythologie égyptienne. Selon Antoine Cour de Géblin, le tarot serait porteur de la sagesse égyptienne, et ce n'est pas le seul à le croire. Dans la mythologie égyptienne, Thoth est le dieu de la magie, de l'écriture, du verbe et de la connaissance des lois cosmiques. Il est celui qui transmet, qui guérit et qui ramène à la vie. Le mythe d'Isis et d'Osiris et Horus parle de mort, de renaissance, de transformation et de libération de l'âme. Pour Géblin, ça ne fait aucun doute, ces récits symbolisent le parcours initiatique de l'être humain, le passage d'un état de conscience à un autre. Il va même plus loin en expliquant que le mot tarot viendrait de ta, le chemin, et ro, le royal. Pour lui, le tarot serait alors le chemin royal de l'âme. Les 4 couleurs du tarot seraient liées aux structures de la société égyptienne, les épées, le pouvoir de l'armée, les bâtons, l'agriculture, les coupes, les prêtres et la sagesse, et les deniers, le commerce. On retrouvera également fortement cette iconographie égyptienne et cette symbolique égyptienne, la publication du jeu
du tarot Rider-Waite-Smith en 1909 qui met le paquet sur cette symbolique égyptienne. Certains historiens font le lien avec des analogies très intéressantes avec la culture indienne. Certaines cartes indiennes comportaient 10 couleurs associées aux incarnations de Vishnu. Les symboles comme les poissons, les tortues, les jarres, les haches, les flèches, les épées rappellent fortement les familles du tarot. Le karma correspond à l'arcane de la justice, le cycle des réincarnations évoqué par la roue de fortune, la destruction de l'illusion matérielle fait écho à la tour. Tout cela suggérait une vision cyclique de l'existence que l'on retrouve aussi dans le tarot. Pour Eliphas Lévy, le tarot serait une représentation symbolique de l'arbre de vie de la Kabbale. Chaque arcane majeur correspondrait à une lettre hébraïque, à un chemin de conscience. C'est pour cela, et ce n'est pas rare, de trouver de temps en temps le mât, soit le fou pour les personnes qui adorent le tarot Rider-Waite-Smith, à la place 21, à la place du monde. C'est-à-dire que dans les lettres hébraïques, la lettre 21 est Shin, et Shin veut dire fou. C'est pour ça qu'il y a une telle différence quand vous achetez un jeu ou version organisation l'arbre de vie, eh ben, il y a cette nuance et cette différence qui arrive au niveau du jeu. Historiquement, ce que l'on sait avec certitude, c'est que les premières traces documentées du tarot apparaissent vers le XVe siècle, dans le nord de l'Italie, notamment à Florence. On sait aussi que des cartes illustrées existaient au XIIIe siècle. Elles étaient parfois utilisées comme outils pédagogiques pour enseigner la sagesse et les vertus, notamment aux enfants. Le tarot était donc populaire avant d'être théorisé. Tout ça nous montre une chose essentielle, c'est que le tarot est rempli de mystères et il ne serait peut-être pas né à un seul endroit, ni dans une seule culture. Il est une synthèse vivante d'un langage symbolique universel. Dans le prochain épisode, je te parlerai justement de ce cheminement de l'âme via les arcanes majeurs. Je trouve que cette histoire avec ces arcanes, ça nous transporte et ça nous aide à mieux comprendre les arcanes majeurs. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à me faire tes retours. Tu peux également retrouver mon univers sur ma page Instagram It's Sara Arte. À bientôt, bisous, Julie!